Bonsoir à tous, bienvenue à Buonasera Calcio. C'est avec plaisir que je vous retrouve encore ce soir pour parler pendant une trentaine de minutes de foot. Bonsoir au JCRM, merci d'être là. Ce soir on va aborder trois petits sujets en cette période de trêve internationale. On va aborder bien sûr l'affaire Pogba qui est sortie aujourd'hui. Tu as fait ton test de pas de prise de testostérone. Non, c'est bon, a priori j'en ai pas pris, j'en avais pas besoin. Enfin, en tous les cas, pour mon activité. Après, pour celle de Pogba, je sais pas, on jugera justement. Donc on va commencer par Pogba et on va se demander si c'est pas le clap de fin de sa carrière après ce contrôle positif. Enfin, on va passer après à la Mannschaft avec l'après-flic, après-flic, le déluge. J'ai nommé ça, effectivement, on va voir un petit peu vers quoi la Nationalmannschaft se dirige. Et enfin, ce week-end, le week-end qui arrive, le football de très très haut niveau va reprendre ses droits. Et j'avais envie de me projeter un petit peu sur ce week-end fou de foot. Donc voilà, pour passer un petit peu en revue les super chocs qu'on va avoir dans 2-3 grands championnats. Donc voilà, ça va être vraiment top la reprise de championnat directement derrière. Salut au Cotonou, merci d'être là. Radio, bière et football, écoute, c'est super, toujours bien sûr avec modération, mais enfin pas le foot ni la radio, mais la bière. Donc voilà, mais sinon, c'est un très beau programme pour ce soir. Au JCRM, petit hors-sujet, Gattuso en pôle pour Lyon, ce serait une drôle de choix, je trouve. On en parlait tout à l'heure avec un supporter lyonnais, on peut en parler, je pense que Gattuso, il a montré un peu plus que les stéréotypes qu'on a de lui, c'est-à-dire un meneur d'hommes, etc. À Milan, à Naples et à Valence, il faisait jouer ses équipes étaient quand même des équipes ambitieuses. Donc déjà au niveau technique, c'est plutôt pas mal. Ensuite, effectivement, Gattuso, c'est un meneur d'hommes. Je pense qu'il sait dire les choses aux gens, je pense que le groupe lyonnais, ce dont ils ont vraiment besoin, c'est quelqu'un qui les ménage pas et qui les sorte un petit peu de leur confort. Ils ont l'impression qu'ils sont tous au-dessus du club et c'est clair que je pense que Gattuso va leur expliquer ce que c'est qu'être un professionnel du football en 2023, comment atteindre le très très haut niveau. Alors il a son style à lui, mais il se coupe pas des joueurs. C'est ce que je disais tout à l'heure en discutant avec ce supporter. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette histoire avec Bakayoko, la prise de tête qu'il a eue à Milan, sur le fait que Bakayoko n'était pas prêt un jour, alors que Gattuso voulait le faire rentrer. Il avait pas ses chaussettes, ou je ne sais pas ce qu'il avait, mais bref, en tous les cas, il n'était pas prêt. Ils en sont presque venus aux mains, Bakayoko et Gattuso. Donc voilà, et je pense que les deux sont courageux, parce que Bakayoko, voilà, c'est une montagne, et Gattuso, c'est Gattuso, donc t'as pas envie de te prendre la tête avec, et en fait, finalement, Bakayoko et Gattuso, Bakayoko l'a suivi dans tous les clubs où il est allé, parce que finalement, c'est devenu, ok, il s'était pris la tête avec lui, mais c'est devenu un petit peu son espèce de père spirituel du football. Encore maintenant, quand ils doivent prendre un choix, on va dire, footballistique, là, Bakayoko est parti en Turquie, je crois qu'il a demandé son avis à Gattuso. Donc voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui, Gattuso, transmet aussi des valeurs et est respecté par les joueurs, même s'il peut être très très dur avec les joueurs. Donc je pense que c'est ce qui se passe. Au Cotonou qui nous dit Radio Bière Foot, c'est dans les Robins des Bois sur Canal. Tu connais pas? Ouais, non, non. Désolé. Laurent Blanc, out aussi. Ouais, oui. Et maintenant, il est à Lorient, Bakayoko. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'il a joué à Lorient. À un moment, il a été recruté par Lorient. C'est vrai qu'à un moment, il était dans les petits papiers de club turc. Et en l'occurrence, effectivement, il a joué à Lorient. Tu as tout à fait raison. Voilà, en tous les cas, on a fait un petit hors-sujet Gattuso, mais moi je pense que c'est une bonne solution pour Lyon. Après, c'est une bonne solution pour Lyon pour relancer le projet. Je pense pas que sur 5 ans, Gattuso, il ait l'étoffe de vraiment construire quelque chose. En revanche, réveiller un groupe et remettre de l'éthique de travail à l'entraînement, etc., oui, ça, il peut le faire et il va le faire, je pense, s'il est recruté. Donc ça, c'est clair. Donc voilà.
Bon, le petit hors-sujet Gattuso, mais ce n'est pas qu'un meneur d'hommes. Ces équipes jouent bien au foot aussi. Donc en réfère même Milan, qui jouait plutôt pas trop mal, et Naples, qui jouait plutôt bien sous Gattuso, donc qui avait fait des bons résultats dans le championnat d'Italie. Enfin, qui avait perdu, on va dire, la Ligue des Champions pour 1 point, mais c'est un championnat ultra compétitif, donc bon, c'est voilà, quand vous avez 7 gros clubs, le perdre d'1 point, ça peut arriver, quoi. Pipovici, salut. Salut à tout le monde. Gattuso, c'est une top nouvelle pour le foot français. Oui, moi je suis d'accord avec toi, effectivement. Okotonujo, c'est le résultat du 1-4 contre Japon qui a mis out Flick. Oui, tout à fait, on va y revenir, il n'y a pas que ça. Mais voilà. Effectivement, oui. Alors, il y a OJCRM qui nous parle justement de Blanc et de Flick. Par contre, je savais pas que Laurent Blanc avait déjà trouvé un nouveau challenge en prenant la sélection allemande. Entre parenthèses, la conf de presse de Flick faisait très blanc. Effectivement. C'était un peu lunaire, comme Laurent Blanc, où il disait qu'il était l'entraîneur qu'il fallait, etc., alors que le gars a des résultats catastrophiques. On va déjà quand même se concentrer un petit peu sur Pogba avant de passer à Jürgen Flick, à Hansi Flick, pardon, Jürgen Flick. Bravo, joli lapsus. Donc oui, Pogba s'est fait, donc est blessé, hein, vous savez qu'il s'est blessé au dernier match après une rentrée en cours de jeu. Voilà, c'était déjà assez catastrophique. Et aujourd'hui, on a révélé qu'il avait donc un échantillon qui était testé positif à la testostérone lors de Juventus Udinese du 20 août, je crois. Donc c'était la deuxième journée, si je ne m'abuse, ou la première, je me souviens plus, mais je crois que c'était la deuxième. Donc voilà, donc c'est un peu bizarre ou particulier. Alors c'est vrai qu'on peut se demander, et j'en parlais encore avec un ami tout à l'heure qui me disait peut-être qu'avec la testostérone il a voulu revenir plus vite sur le terrain. Je sais pas. Je sais qu'une chose, c'est que c'est vraiment surprenant qu'il se fasse tester positif à la testostérone, parce que la testostérone, la nandrolone, des choses comme ça, ce sont des hormones qui sont, ou des substances qui boostent les hormones, qui sont détectées depuis les années 80 à peu près, la fin des années 80 on va dire. Il faut savoir que l'UEFA et la FIFA sont les deux fédérations au monde qui font le plus de tests antidopage, ils s'en vantent, mais ils testent que des produits qui sont normalement plus en cours d'utilisation par les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, maintenant, il ne faut pas croire que le dopage s'est arrêté, le dopage est juste, on va dire, rationalisé, et aussi, et surtout, ils utilisent des produits que l'agence antidopage ne connaît même pas, ou n'a pas envie de connaître. Bref, ça, je sais pas, je suis pas dans la théorie du complot, mais quoi qu'il en soit, l'agence antidopage ne connaît pas ces produits-là, et les détecte pas. Donc, très clairement, je veux dire, c'est pas humainement possible de faire le Tour de France que Vingegaard a fait par exemple cet été. C'est pas humainement possible de jouer 70 ou plus, voire 80 matchs chaque saison avec un niveau ultra élevé comme, je sais pas, Cristiano Ronaldo, Léo Messi, mais aussi tous les joueurs qui jouent ces 80 matchs par saison peuvent le faire. Non, c'est très compliqué, et c'est clair que je pense qu'il y a de l'optimisation, on va dire, de l'optimisation de performance. Maintenant, on appelle ça, on a arrêté d'appeler ça du dopage, on a appelé ça des optimisations de performance médicalement contrôlées. Donc voilà, et c'est très bizarre, c'est comme, je sais plus qui c'est qui s'est fait toper à la nandrolone, je crois que c'est, Onana, qui s'était fait attraper à ça. On se dit, mais qui c'est qui se dope avec ce genre de truc encore en 2023, quoi. Alors que vous êtes suivi par des médecins dans tous les sens, que je pense très sincèrement que l'infirmerie de la Juve, ok, elle a changé depuis le procès des années 90, mais enfin, à mon avis, ça doit pas non plus être devenu l'épicerie du coin. Donc je pense que, très honnêtement, s'il avait vraiment voulu récupérer plus vite, il aurait pu prendre des produits qui n'étaient pas détectés par les tests de l'UEFA et de la FIFA, qui font des tests vraiment histoire de faire des tests. C'est on va dire, c'est pas du greenwashing, mais c'est à peu près le même esprit du dopage, dans le dopage, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu
Je suis surpris, moi, par ça. En rigolant, j'en faisais, et puis après, je vais passer un petit coup dans les commentaires, mais en rigolant, tout à l'heure, je disais, ça se trouve, c'est la Juve qui l'a dopé à la testostérone pour qu'il saute, et que, en fait, ils se sont rendus compte que de toute façon, il sera blessé tout le temps, et qu'il a un salaire monstrueux. Là, pour faute grave, ils peuvent le licencier s'ils veulent. Donc peut-être que son salaire va dégager du bilan de la Juve, et comme ça, il n'y a plus de poids mort pour Pogba, mais le problème c'est qu'il prend, je pense, là je crois ce qui reste, et ce qui risque, c'est 4 ans de suspension. Donc autant dire que 4 ans de suspension pour Paul Pogba, qui déjà ne joue plus au football, à l'âge qu'il a, c'est terminé, c'est fin de carrière, merci, c'est gentil d'être venu, et ça se termine en queue de poisson. Alors ça peut être aussi son frère qui, à l'insu de son plein gré, lui a injecté de la testostérone dans ses sandwichs ou dans ses Big Mac, comme dit Okutonujo, il a mangé trop de Big Mac, c'est possible. C'est peut-être son frère qui l'a empoisonné à l'insu de sa plein gré, ou carrément avec, je sais pas, une poupée vaudou ou un truc dans le genre. Donc voilà, mais à part ça, je vois pas trop d'autres explications rationnelles au fait que Paul Pogba soit testé positif à la testostérone, ou alors vraiment, là c'est plus grave que prévu avec Paul Pogba, quoi. Là ça devient compliqué. Donc voilà. Un petit tour dans les commentaires au JCRM qui dit « Oh, Pogba blessé ». Pogba pas blessé serait plus surprenant, effectivement. Okutonujo qui dit « L'Espagne s'y connaît bien en dopage, surtout dans les années 2008, 2010, 2012 ». Écoute, en tous les cas, ils avaient un sacré cardio à l'époque, on ne peut pas vous dire. Palomino, oui, Palomino, Alain Andrelon, tu as tout à fait raison. Et Lance Armstrong, c'est le GOAT du dopage, effectivement. Mais bon. Au JCRM, oh incroyable, Sorare lance une chasse au trésor, le gain, un voyage dans l'avion de l'AC Milan avec les joueurs lors d'un déplacement en Ligue des Champions. Sérieusement ? Je vais me remettre à Sorare. J'avais commencé à jouer, et puis ça, c'est trop time consuming, donc j'ai arrêté de jouer. Mais là, peut-être ça vaut le coup, hein. Je veux bien prendre l'avion avec l'AC Milan pour aller à un match de Ligue des Champions. Trop bien. Oui, c'est vrai qu'on est sponsor, et je crois que c'est un sponsor Sorare du Milan. En tous les cas, du centre d'entraînement, je crois, ou un truc comme ça. Bref. Ok, enfin voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur Pogba, mais ça sent fortement la fin de carrière, et vraiment, c'est la pire fin de carrière qu'on puisse imaginer. Donc voilà. Je préfère les bus de Berlusconi, perso. Oui, effectivement, tout à fait, j'avoue que ça peut être tentant, mais bon, de loin. Donc voilà. Ah, il y a OGCRM qui a mis le lien dans le chat pour jouer à Sorare. Pogba, Arabie Saoudite, au pire, ils vont lui trouver un bon avocat. Je sais pas. L'Arabie Saoudite, ils font pas n'importe quoi quand même, hein. Ils recrutent pas des pompes à vélo complètes, hein. Ils essayent de recruter des joueurs qui peuvent amener vraiment un certain niveau à leur championnat. Pogba joue pas, donc... Peut-être le Qatar, oui, c'est possible, hein, à la Marco Verratti, mais l'Arabie Saoudite, tu sais, ils recrutent quand même des joueurs qui jouent encore au foot, hein, parce qu'ils veulent un championnat performant, quoi. Les Saoudiens sont un public quand même de connaisseurs de football, et puis en plus les stades, il y a du monde quand même un petit peu, c'est pas c'est pas Anfield, mais c'est pas mal. Donc voilà. Même si le niveau est éclaté au sol, hein, du championnat. J'ai encore regardé des matchs, c'est éclaté. C'est-à-dire, les défenses, tactiquement, c'est tout pourri. Après, bien sûr, là, ils ont recruté des joueurs qui individuellement font des différences. Mais tactiquement, c'est catastrophique. Donc voilà. Joue pas comme ça. Effectivement, là c'est une référence musicale un petit peu ancienne. Attention, au JCRM, on est peu à comprendre. Donc voilà, bon, on verra bien pour Pogba, on va attendre la suite, la sanction, etc. Mais ça a l'air d'être la fin, effectivement. Ça va être compliqué pour lui. On va passer à Hansi Flick qui s'est fait limoger, vous l'avez certainement lu, donc après la défaite effectivement 4-1 à domicile contre le Japon. C'est un match amical bien sûr parce que la Mannschaft est qualifiée d'office pour l'Euro 2024. Pourquoi ? Parce que c'est l'Allemagne qui l'organise. Heureusement pour eux d'ailleurs, hein, parce que si c'était pas eux qui l'organisaient, je pense que c'était mort. Hein. Ils y allaient pas à l'Euro.
Donc voilà, ils allaient faire une compétition intra-nation avec l'Italie, à mon avis. Hein. Donc voilà, je vois que ça. Donc OJCRM qui dit vieux, je l'avoue, mais ça m'empêche pas d'avoir squatté Twitch samedi pour voir le Grand Prix Explorer. Ouais, c'est ça. Tu veux, voilà. T'assumes pas et donc t'essayes de faire du jeunisme. Ici c'est Strémy, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bah oui, tout le monde va bien et ça fait très très plaisir que tu sois là. Merci d'être venu. Donc voilà, on commençait le sujet sur Hansi Flick. Après Flick le déluge, c'est ça le thème du sujet, on vient de parler de Pogba. Alors Hansi Flick, oui effectivement, des statistiques catastrophiques avec la Mannschaft depuis sa prise de pouvoir il y a à peu près 2 ans. C'est vraiment famélique. Hein. Je crois que sur les derniers matchs, c'est 4 victoires en 16 rencontres, je crois. On parle bien de l'Allemagne, quadruple championne du monde, recordman du nombre de finales de Coupe du Monde jouées avec le Brésil. Donc voilà, on parle d'un monument, probablement l'équipe numéro 2 après le Brésil au niveau de la sélection nationale, suivi de très près par l'Italie. D'ailleurs c'est marrant parce que les destins sont assez similaires entre l'Italie et l'Allemagne. Ils sont en train de payer, et d'ailleurs le Brésil, ils sont en train de payer ces 3 sélections des décennies de succès sur des bases qui sont plus d'actualité avec le football de 2020. Et c'est vrai que l'Allemagne s'est réformée à partir de 2006 après la Coupe du Monde 2002, la finale 2002, ils ont traversé un trou interstellaire des performances. D'ailleurs c'était Rudi Völler, c'est marrant parce que c'était lui déjà à l'époque le sélectionneur de la Mannschaft. Et en l'occurrence, en 2005 ou 2004, il se trouve que Jürgen Klinsmann reprend la Mannschaft et remet sur pied une nouvelle génération pour la Coupe du Monde 2006 qui se passait en Allemagne. Cette génération joue très très bien au foot. Alors ils gagnent pas, mais ils vont en demi-finale, ils font une superbe Coupe du Monde chez eux, à domicile, que personne n'attendait, avec un jeu très très enlevé, très très positif, offensif, etc. Et c'est les bases de Jürgen Klinsmann plante les bases de la nouvelle Mannschaft et la nouvelle philosophie de l'équipe d'Allemagne qui s'est un petit peu inspirée du succès des Français en 98 et 2000 en intégrant, et c'était une vraie décision politique, hein, c'est pour ça que j'en parle, en mixant un petit peu de la mixité, on va dire, de la mixité dans l'équipe. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on voit arriver beaucoup de joueurs qui sont allemands, bien entendu, mais qui viennent soit d'Afrique, soit de Turquie. Il y a énormément de joueurs qui intègrent cette sélection et qui, les Khedira, alors Gundogan, à l'époque il n'y était pas, mais voilà, etc. Enfin, on pourra en citer beaucoup. Et ils se sont inspirés un petit peu de la France pour un petit peu diversifier leur football en termes pas que d'image, mais aussi technique en fait. Donc voilà. Alors, juste faire un petit tour dans les commentaires. L'Allemagne, à chaque fois qu'ils organisent, ils ont du remue-ménage avant. En 2006, Klinsmann n'était pas très à l'aise avant le début de la compétition, tu m'étonnes. La rumeur Zidane pour le remplacer, j'ai pas compris. Alors là, moi non plus, mais moi je l'ai même pas lu celle-là. Donc je te crois, mais je sais absolument pas où est-ce que tu as lu ça. Et je pense pas que Zidane prenne l'équipe d'Allemagne. Je pense pas en fait que pour l'orgueil allemand, il donne la sélection à quelqu'un d'autre qu'un entraîneur allemand, sachant que en ce moment, entre Tuchel, Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, je sais pas, Adolf Hütter à Monaco, etc. Ils ont des entraîneurs allemands un petit peu partout qui sont de très haut niveau. Donc il n'y a aucune raison de donner la sélection à un entraîneur étranger. Enfin moi je comprends pas quoi. Ce serait vraiment bizarre. Et pas que, hein, parce que il y a encore plein de coachs, même les coachs de Francfort, les choses comme ça. Et tout, donc voilà. Okutunojo, mais que se passe-t-il en Allemagne? Bah, justement, on en parle. Pas beaucoup de jeunes qui arrivent en Allemagne, ça mise beaucoup sur les vieux.
C'est vrai. Ici, c'est Streamy. J'ai surtout l'impression que la génération des Sané, Gnabry, Havertz ont du talent, mais aucun caractère. Ouais, tout à fait. C'est des petits. Moi, c'est ce que j'appelle les petits enfants qui se baladent dans la forêt. Ils ont beaucoup de talent, etc. Mais alors, c'est clair que ils ont aucune grinta, quoi. C'est Bild qui a sorti une liste susceptible de remplaçants et Zizou est dedans. Ouais, alors, Bild, hein, c'est quand même un tabloïd à la base. Donc, des fois, ils ont des bonnes infos, c'est clair, parce que c'est quand même un journal spécialisé, mais c'est vraiment compliqué. J'ai vu passer sa mère pour reprendre le flambeau, oui, ou alors Lothar Matthäus aussi. En gros, ils veulent peut-être, ou même Effenberg, ils veulent remettre un petit peu l'ancienne garde des années 80-90, celle qui était la bonne Allemagne bien rugueuse, celle qui sent la frite et la bière, qui a fait les succès de l'Allemagne, hein, très honnêtement. L'Allemagne était crainte à l'époque parce que c'était une équipe méchante en fait. Elle gagnait parce qu'elle était méchante, agressive, tueuse, calculatrice, etc. Enfin, c'était une vraie équipe de foot, cynique. L'Allemagne, on voit ce qu'ils ont fait à la France en 82, ce qu'ils ont fait aussi en 1986, en 90, etc. C'était quand même une équipe qui n'avait strictement rien à voir avec l'Allemagne de 2014. L'Allemagne de 2014, c'était une Allemagne très 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 talentueuse, mais alors aux antipodes de cette Allemagne des années 80-90, qui était une Allemagne ultra énervée, quoi. Et d'ailleurs, depuis le miracle de Berne dans les années 50, c'est-à-dire c'est 1954, je crois, qui est le point d'orgue du départ de la success story de l'Allemagne en sélection nationale dans le football, ces équipes sont ultra physiques, avec des gens qui sont très 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 réalistes. Et là, on est à l'antipode à l'heure actuelle avec cette équipe de le capitaine, enfin pas le capitaine, mais bon, il s'est fait retirer le brassard, mais Kimmich, très honnêtement, et c'est pas grave de pleurer, il n'y a aucun problème avec ça, je suis pas en train de dire que c'est pas bien de pleurer, je dis juste que quand vous devez leader un groupe de 23 joueurs pendant 8 semaines en autarcie, etc., c'est très compliqué d'avoir les capacités émotionnelles de Joshua Kimmich, quoi, en fait. Ça va être compliqué. Ça va être très très long, et je pense pas que ça vous galvanise, en fait. Il est très possible que ça vous démotive un petit peu. Donc, même si j'aime beaucoup Kimmich et je reconnais son talent, c'est assez impressionnant, son état émotionnel à ce petit garçon. Il est gentil, hein, mais il est fort en plus. Mais c'est compliqué, quoi. Dès qu'il perd, t'as l'impression qu'il fait un petit caca nerveux, il pleure et tout. Enfin, bon, bref, c'est complexe. Jürgen Klopp, le meilleur profil. Oui, bien sûr, Pipovici, t'as tout à fait raison. Le gros problème, c'est que Jürgen Klopp, il est bien à Liverpool. Et quel intérêt il a à aller reprendre une Mannschaft qui est malade, avec un réservoir de joueurs qui est pas terrible, hein, il faut le dire aussi. Hein. Ok, c'est vrai que sur le papier, Havertz, Gnabry, Kimmich, Sané, Florian Wirtz, etc., c'est plutôt pas mal, mais c'est quand même pas génial, quoi. Honnêtement, c'est pas génial. Au JCRM, et maintenant le niveau est beaucoup plus dur en sélection. L'Italie qui fait nul contre la Macédoine, la Suisse contre le Kosovo, bon après le contre-exemple, Géorgie et Espagne, mais dans l'ensemble le niveau des sélections a beaucoup évolué. Fini les petites nations à part les vrais losers. Je suis d'accord, mais en fait, le truc, c'est que les petites nations, comme on dit, qui sont plus vraiment des petites nations, parce que maintenant, ils ont quand même un niveau technique et tactique qui est très élevé, le truc, c'est qu'en théorie, t'as quand même des meilleurs joueurs. C'est-à-dire au niveau tactique et au niveau technique, en théorie, des équipes comme la France, l'Allemagne, l'Italie a des meilleurs joueurs que ces petites équipes. Alors, si tu mets les mêmes ingrédients que la Géorgie, que la Macédoine du Nord en l'occurrence, si l'Italie met les mêmes ingrédients, c'est-à-dire l'impact, la grinta, etc., que tactiquement ils savent exactement où ils vont, normalement leur technique, et que physiquement ils ont du répondant, parce que c'est ça aussi, normalement leur technique va les faire passer. Je suis d'accord, ça va peut-être pas être 8-0, mais ça change pas que, normalement, ces grosses équipes qui ont des joueurs qui jouent dans des très grands clubs en permanence et tout, comme l'Allemagne et comme l'Italie, doivent dominer des équipes comme la Macédoine du Nord.
c'est clair. S'ils sont arrivés à jouer la Champions League, à être champion d'Europe, à gagner des ligues de champions, etc., comme, je sais pas, on prend Kai Havertz, Serge Gnabry, Leroy Sané, c'est pas un hasard. Et si Elmas et puis tous ses potes de la Macédoine du Nord, bah eux, ils gagnent pas la Ligue des Champions, c'est pas un hasard non plus. C'est parce que, intrinsèquement, les meilleurs se trouvent, et ce qui est normal, hein, quand tu vois le pays comme l'Allemagne de 80 millions d'habitants, si le tri est bien fait par la DTN, les meilleurs se trouvent en Allemagne. Et c'est normal, en fait. Sauf cas exceptionnel d'un talent générationnel qui sortirait comme ça, par hasard, en Macédoine du Nord. Comme, je sais pas, Arda Güler, par exemple, en Turquie. Si réellement il transforme son potentiel. Ou des trucs comme ça. Ça peut arriver. Mais statistiquement, si ces gens-là jouent au Bayern, jouent à Chelsea, gagnent des Ligues des Champions et tout, bah ils sont plus forts. C'est comme ça. Mais il faut qu'ils mettent les mêmes ingrédients que les autres, en fait. Et là, c'est surtout ça, en fait, qui manque. L'Allemagne n'a pas un problème de compétences, on va dire, techniques, ni tactiques. C'est des joueurs qui sont de très haut niveau, qui savent jouer des matchs de très haut niveau. Le gros problème, c'est l'investissement, c'est le caractère que tu mets, c'est le leadership qu'il y a dans cette équipe. Donc, Hansi Flick, a priori, et j'écoutais Paulo Breitner tout à l'heure, vous savez, des drôles de dames, expliquait qu'en fait, Hansi Flick a voulu faire une hiérarchie plate en équipe d'Allemagne. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de leader. Tout le monde est leader. Tout le monde veut diriger le truc. Alors, bah ça marche, mais ça marche peut-être dans le monde de l'entreprise, comme disait Paulo Breitner, c'est possible. Mais sur un terrain de foot, quand tu dois répondre à un stress immédiat, et à une situation qui est ultra live en fait, c'est pas tu peux pas prendre du recul et dire attendez on va faire un brainstorming les gars, tranquille, non, il n'y a pas de ça en fait, tu dois réagir tout de suite, et si tu n'as pas un leadership clair dans l'équipe, si tu as 5 directives contraires qui sont lancées en même temps parce que tu as une espèce de leadership plat, bah en fait tu peux pas réagir à l'urgence en fait. Le leadership plat ça va bien quand tu as du temps pour réagir. Quand tu n'es pas à la microseconde, en fait. Quand tu es à la... Même si tu es à la semaine, ça marche. D'accord ? Mais à la seconde, non, ça marche pas. C'est pas possible. Il faut un leader. Terminé. Donc voilà, ça veut pas dire qu'en dehors, le leader décide de tout, ils prennent les décisions en groupe, mais sur le terrain, il faut des leaders. Il faut des leaders qui savent quoi faire. Donc voilà, ou en tous les cas, qui prennent leurs responsabilités. Donc bon. Au JCRM, oui, mais c'est pas pareil quand Kevin De Bruyne, entre les joueurs qu'il a à côté de lui à City et en Belgique, c'est totalement différent. De coup, tu as 2 KDB. Ah oui, ça bien sûr, mais ça change pas que si tu prends intrinsèquement tous les joueurs de l'Allemagne et que tu les compares aux joueurs de la Macédoine, le collectif allemand, normalement, doit être très supérieur au collectif de la Macédoine. Et pourtant, c'est pas ça qu'on voit. Enfin, je veux dire, en l'occurrence, c'est le Japon. Mais oui, parce que j'ai mixé l'Allemagne et l'Italie, mais en l'occurrence, c'est pas ça qu'on voit. Le Japon est très supérieur au collectif de l'Allemagne, uniquement pour une raison, en tous les cas, à mon sens, c'est l'implication. L'implication, le leadership, une idée claire de jeu, et surtout, comment dire, c'est mouiller le maillot, en fait, avoir envie de gagner. Là, en fait... Tout le monde se laisse porter un petit peu, tu as l'impression qu'ils sont là un peu par hasard, ils portent le maillot de la Mannschaft, mais ils se rendent pas compte du poids de l'histoire de cette sélection et des responsabilités que ça engendre en fait. Moi, c'est un peu ça en fait. Et c'est pareil avec l'Italie, c'est exactement la même chose. Quand tu vois Immobilier jouer, quand tu vois des joueurs comme ça, mais tu te dis, mais on fait quoi? On est où ici? C'est qui le numéro 9 de l'Italie en fait? Mais mieux vaut un jeune qui vient de débuter. Colombo, tiens. Tu prends... Alors, ok, c'est un joueur du Milan, tout ça, mais c'est pas le problème. Colombo, quand il rentre sur un terrain, il est pas bon. C'est un peu comme Coutronnet. Je sais pas si vous vous souvenez de Coutronnet. Il est pas bon. C'est pas... Tu sais bien que ça va pas devenir le numéro 9 du futur. Moi, en tous les cas, il y a peut-être des gens... il y a des supporters du Milan qui sont un peu aveuglés par Colombo, comme il l'était par Coutronnet. Coutronnet et Colombo, quand ils touchent une balle, t'as vite compris que ça allait pas aller bien loin. Ok, c'est pas terrible et c'est tout quoi. Et ben en l'occurrence, je préfère avoir un Colombo qui est à 200% quand il rentre sur le terrain, comme il l'était à Lecce l'année dernière, comme il l'est à Milan dès qu'il rentre, etc.
plutôt que avoir un Immobilier comme hier soir ou avant-hier soir. C'est catastrophique. Et même Immobilier en général en sélection. Enfin, je veux dire, Immobilier en sélection et en Coupe d'Europe, je sais pas en fait, je sais même pas, tu joues à 10. Tu le mets sur le terrain, tu joues à 10. 100%, tu joues à 10. C'est incroyable. Donc voilà, effectivement, c'est ça qu'il faut, quoi. Au JCRM, je suis d'accord, les joueurs mouillent moins le maillot pour les stars en sélection, alors qu'avant, t'avais plus de guerriers. Bah grave. Pipovici qui dit le Bayern qui est très désorganisé dans sa direction, et maintenant la sélection qui fait pareil, c'est une sacrée similitude. Absolument. Alors, il faut savoir, hein, moi je suis un petit peu plus, je pense, vieux, moins jeune, plus exactement, que certains d'entre vous, probablement, mais le Bayern, dans les années 80-90, on l'appelait le FC Hollywood, hein, parce que c'était le bordel au Bayern. Hein. Ça a toujours été un peu un club fantasque, alors gagnant, vainqueur, etc., mais avec des remous incroyables. C'est vraiment un club qui n'est pas du tout un long fleuve tranquille, donc voilà. Donc c'est juste, faut se rappeler de ça. L'Allemagne, en revanche, la Nationalmannschaft a toujours été très très organisée, ça c'est vrai. Le FC Bayern, vous savez, la Bavière, c'est pas pour faire de l'ethnologie là, mais la Bavière, c'est de la sociologie plutôt. La Bavière, c'est pas vraiment l'Allemagne, enfin pour certains Allemands, et pour les Bavarois, c'est le meilleur de l'Allemagne. Mais en tous les cas, c'est quand même une partie de l'Allemagne très très particulière, la Bavière, et qui a une façon de faire les choses un petit peu plus, voilà, peut-être, je sais pas comment qualifier, mais ils sont probablement moins cartésiens, plus funky fresh, mais aussi plus cash dans leurs décisions. Donc des fois c'est un peu, ou dans leur déclaration, ça fait que des fois c'est un petit peu rock'n'roll. C'est même très souvent très rock'n'roll au Bayern. Donc voilà, depuis l'histoire du Bayern, je veux dire. Je prends depuis les années 50, 60. Donc voilà. Au JCRM en Italie d'ailleurs, beaucoup n'ont pas compris la non-sélection de Scamacca, absolument, tu as tout à fait raison. Scamacca, clairement, quand tu joues la Macédoine du Nord, et puis de toute façon, Scamacca ou Immobilier, ça fait quand même 5 ans que tu essayes de jouer avec Immobilier, qu'est-ce que je dis 5 ans, peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu essayes de jouer avec Immobilier, il est de toutes les... Alors, on va dire, il est de la plus grande victoire de ces 8 dernières années de l'Italie, l'Euro 2021, mais en même temps, il marque pas un but et il est rincé pendant toute la compète. Alors, il court un peu, bon, il fait du pressing, voilà, mais enfin, c'est quand même le meilleur buteur de Serie A à l'époque. Il marque 33 buts en une saison, je crois qu'il égale un truc dans le genre... Pepita Higuaín ou un truc, enfin bref, et en sélection il en marque pas un, quoi. C'est dramatique, quoi. Donc ouais, pourquoi ne pas prendre Scamacca en fait? C'est un joueur qui revient un petit peu, même si je trouve que effectivement c'est un peu tôt parce que Scamacca n'a pas de suivi, mais en même temps, là t'as un suivi avec Immobilier, tu sais qu'il sert à rien en fait, tu sais que de toute façon tu joues à 10, quoi. Donc finalement, prends Scamacca, prends Colombo, prends des joueurs comme ça en fait, et puis vois ce que ça donne. De toute façon ça peut pas être pire qu'Immobilier, quoi. Mais bon, bref, je pense que Spalletti, il avait pas compris à quel point il est nul. Je pense qu'il s'est dit, je vais en faire quelque chose, c'est pas possible. Mais en fait, non. Sorti de la Lazio, le gars ne fonctionne pas, quoi. Et encore, sorti de la Lazio en championnat. Parce que dès que t'es en coupe, dès que t'es en coupe d'Europe, dès que t'es en sélection, il se passe plus rien. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est un problème de gestion de l'effectif. Enfin, bref. Tac. En Italie, on enchaîne les flops en attaque aussi. L'Allemagne et l'Italie, quand on n'a pas un grand neuf devant, ça devient difficile, ouais, absolument. Okuto Nujo qui nous dit, il y a Ruggeri sur le côté gauche aussi, qui donne tout, il serait pas mal. Oui, pourquoi pas, c'est vrai, effectivement, parce que Zaccagni, là, par exemple, moi j'adore Zaccagni à la radio, hein. Mais alors, Zaccagni en sélection, c'est une blague, hein. Je sais pas, mais bon, bref. Je comprends pas très bien. Bon, après, Chiesa est blessé en ce moment, donc c'est compliqué. Chiesa, probablement, est peut-être le détonateur qui manque, mais maintenant, j'en ai marre de le dire, parce que depuis 2021, bah, il joue plus au foot, en fait. Donc, en permanence, il est blessé. Là, il est à nouveau blessé, alors qu'il revenait à peu près avec la vieille dame, donc je sais même pas si sa carrière va vraiment démarrer, malheureusement. Je pense qu'il a peut-être eu son prime, en fait, avant ses ligaments croisés. Finalement, l'Euro 2021 était peut-être le prime de Chiesa, et on va peut-être plus jamais le revoir à ce niveau-là, quoi. Donc, voilà.
Au Cotonou pourtant, lors des entraînements, tu t'en aperçois que ça fonctionne pas pour Immobilier. Ouais, non mais bon. Spalletti, une fois qu'il avait fait sa liste, il s'est dit, là c'est trop tard, merde, je vais pas pouvoir le changer, quoi. Donc voilà, hein, c'est compliqué. Je comprends. Bon, en tous les cas, Chiesa à la Juve, ça va bien en ce début de saison. Oui, mais il est blessé là, au Cotonou. C'est pour ça qu'il n'est pas, en sélection. Donc ça va bien 3 matchs, puis ensuite il est blessé, et après il met 3 semaines à revenir, puis ensuite il rejoue 3 matchs, et il se blesse au 3e match. Et ça c'est depuis qu'il s'est fait les ligaments croisés, c'est en permanence en fait. Ça n'arrête pas. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Hein. Ouais, c'est... Non, mais c'est pas grave. Mais il est blessé. Donc c'est ça le gros souci. Pipovici qui nous dit l'Italie, ils doivent jouer à 2 devant. Le dernier qui l'a fait, c'est Conte, et il a rendu très bon des Eder et Pelé en 2016, à part au tir au but, hein, on s'en souvient tous. Tout seul en pointe, l'un des deux, ça aurait été un flop. Immobilier, c'est le même problème. Ouais, mais Immobilier, ouais peut-être. Écoute, c'est possible, je sais pas. Immobilier, normalement, quand même, à la Adio, il a l'habitude de jouer un peu seul devant. Il joue en 4-3-3 là, à l'heure actuelle avec Sarri. Pourtant, ça marche. Alors oui, il joue en 3-5-2 sous Inzaghi, avec généralement un Charlot autour, mais enfin, pas un mec super foufou, quoi. Donc normalement, il devrait s'en sortir. Voilà, on a dévié sur l'Italie, mais c'est un peu le même problème que l'Allemagne. En gros, maintenant, c'est quoi l'après-flic ? C'est Rudi Völler qui reprend. L'après-flic. Bon, là pour l'Italie, on est au début d'un cycle. Spalletti vient de reprendre. Je pense que ces deux premiers matchs vont lui avoir, enfin ce premier rassemblement vont lui avoir donné beaucoup d'indications sur le niveau réel des joueurs. Donc probablement il va peut-être faire des choses différemment sur la prochaine liste. Le gros problème, c'est que là, c'est quitte ou double contre la Suède. S'il ne gagne pas contre la Suède, l'Italie rate à nouveau les barrages, enfin quasi, excepté si les Suédois et les Macédoniens se trouent complètement. Mais voilà, c'était bon, bref. On verra bien, mais il n'a pas le temps, quoi. Spalletti n'a pas le temps. Quant donc à la Mannschaft, effectivement, c'est Rudi Völler qui va reprendre le flambeau. En attendant, probablement un vieux briscard pour reprendre la sélection. Pourquoi ? Parce que Julian Nagelsmann... en gros, hein, Jürgen Klopp est destiné à reprendre la sélection dans 2 ans, à la fin de son contrat avec Liverpool, en gros. Hein. C'est un peu ça le plan. Donc c'est très compliqué de dire à Julian Nagelsmann, prends la sélection, mais dans 2 ans tu dégages. Parce qu'ils ne voudront pas rater Jürgen Klopp. Donc en attendant, est-ce qu'on ne prendrait pas un espèce de bouche-trou, entre guillemets, qui va remotiver les troupes avant l'Euro, type Lothar Matthäus, donc voilà, ou Effenberg, ou Sammer, comme on avait dit. Juste un espèce de sélectionneur, comme Beckenbauer pouvait l'être, parce que Beckenbauer, c'était pas un grand technicien, mais en revanche, il avait l'aura d'un Beckenbauer, et c'est lui qui fait gagner la Coupe du Monde 90 à l'Allemagne. Alors que, très honnêtement, Beckenbauer, au niveau technique, on l'a vu à Marseille, après, quand il est recruté par Bernard Tapie, vous êtes probablement trop jeune pour vous en souvenir, mais c'était pas terrible au niveau technique. Le gars, excepté que c'était Beckenbauer, il se passait pas grand-chose. Hein, c'était pas Guardiola, ni Arrigo Sacchi. Donc voilà, c'est un peu ça. Je pense que c'est peut-être ça que Rudi Völler veut refaire, parce que lui, il était de cette génération coachée par Beckenbauer. Et il a été champion du monde avec Beckenbauer. Donc il se dit que finalement, en fait, vu qu'on a des bons joueurs, tout ce qu'il faut, c'est peut-être une figure tutélaire suffisamment forte pour structurer tout ça, quoi. Donc voilà. Au JCRM qui nous dit voleur Deschamps étant fan de Marseille, jolie nostalgie, ouais, ça peut être marrant. Au prochain match, hein, il va y avoir voleur Deschamps. Donc voilà. Et ils veulent pas prendre un étranger comme sélectionneur. J'ai direct un nom pour eux, un certain Allegri. Ça nous enlèverait une belle épine du pied. Voilà. Là, je vais te dire que là, il serait bien barré la Mannschaft avec Allegri. D'ailleurs, tout à l'heure, je montrais une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, allez la voir. Et surtout toi, au JCRM, franchement, je suis sûr que ça va te faire marrer. C'est Maxenheimer. Ils ont fait il y a quelqu'un qui a fait une espèce de parodie de la BO, de la bande-annonce, de Oppenheimer avec Max Allegri. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Il faut aller la voir. Ça s'appelle Maxenheimer. Donc voilà, n'hésitez pas à le taper. C'est vraiment très marrant.
Voilà un petit peu pour l'Allemagne. On va voir ce que ça va donner, mais moi je suis effectivement convaincu qu'il manque de leader dans cette équipe. Et puis c'est vrai que Hansi Flick a enchaîné les bêtises, quoi, en retirant le capitanat à Kimmich. Alors on peut le faire, mais pour le donner à Gundogan, Gundogan qui il y a peu de temps prenait des positions politiques très engagées à côté de Erdogan. Ça a un poids dans l'appréciation on va dire du sélectionneur allemand. Hein. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Gundogan et Ozil ont été vraiment de très grands, on va dire, des appuis un peu tacites du président Erdogan. Après, on en pense ce qu'on veut, mais on sait en tous les cas que les rapports entre l'Allemagne et le président Erdogan, parce que c'est pas la Turquie, hein, c'est vraiment ce président-là, sont très très frais. Et donc, promouvoir capitaine Gundogan qui s'est affiché de façon vraiment on va dire proactive avec le président turc, c'est compliqué en fait. Je veux dire, il se tire des balles dans le pied tout seul, Hansi Flick. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a sauté. C'est pas que pour ça, mais c'est vraiment, c'est clair que ça concourt à ça. Et puis Kimmich, bah, il a quand même un impact sur l'équipe. Tu lui retires le capitanat juste avant un match vraiment pas décisif, mais je veux dire, tu es à 9 mois de l'Euro et tu retires le capitanat à Kimmich. Bon, bah, ça fait quand même bientôt 2 ans que tu es à la tête de la sélection. Bon, bah voilà, laisse Kimmich jusqu'au bout, quoi. Là, c'est 9 mois. Donc, je sais pas. Bref. En tous les cas, il n'a pas fait les bons choix. Et il n'a pas réussi à les fédérer autour du programme, sachant que pourtant, les 3/4 des joueurs, pas les 3/4, mais on va dire un bon tiers des joueurs de la Nationalmannschaft, il les a entraînés au Bayern pourtant, avec le succès qu'on connaît. Donc je ne sais pas exactement comment ça se fait que ça marche pas, mais ça marche pas. Donc voilà. Mais bon, il n'a pas de Lewandowski, il n'a pas de Davis, il n'a pas... bref, il n'a pas tous les cadres étrangers qu'il a en plus au Bayern. Donc voilà, il n'a que les Allemands. Et ça, c'est un problème. On va terminer avec un week-end foot. Effectivement, j'étais en train de passer en revue les matchs complètement dingos qu'on va pouvoir voir la semaine prochaine. Et franchement, ça va valoir son petit pesant de cacahuètes, particulièrement en Italie. En Italie, alors bien entendu, il y a aussi un gros choc, il me semble. Alors laissez-moi regarder. Mais en Italie, déjà, ça commence très très fort. Samedi 16 avec un Juventus Lazio à 15h, un Inter Milan AC Milan à 18h. Donc ça c'est hein, petit apéritif. Et bien entendu en Allemagne un Bayern Munich, Bayer Leverkusen qui va valoir ça lui aussi son pesant de cacahuètes parce que c'est les deux comment je vais y arriver les deux leaders qui se rencontrent. Donc ça va être vraiment très très intéressant et je pense que c'est non franchement ça va être une reprise en fanfare, particulièrement en Italie. Si vous aimez le football italien, la semaine prochaine, vous avez un super samedi et un très très bon dimanche qui va se profiler. Oui, parce que le dimanche, on a et ça va plaire particulièrement au Kutunujo, un Atalanta-Fiorentina qui risque d'être explosif parce que la Fiorentina est une équipe qui joue très très bien au football, même si depuis le début de saison, c'est pas terrible les résultats. Et l'Atalanta est dans plutôt un bon mood en fait. Alors ok, ils n'ont pas encore des résultats très très stables, mais ça joue aussi au foot. Ça peut être un match très très ouvert entre l'Atalanta et la Fiorentina. Donc voilà, moi j'ai vraiment très très hâte. Après, si vraiment vous êtes motivé, il y a un Barça-Betis-Séville qui peut être sympa, honnêtement, parce que le Betis c'est une équipe qui joue bien au foot. Le Barça, beaucoup moins depuis le début de saison. Mais bon, sait-on jamais. En France, il n'y a rien de spécial. Hein. Il y a un PSG Nice, un Rennes-Lille. Bon, ouais, peut-être, pourquoi pas. C'est pas fou. Mais pourquoi pas. Et en Angleterre, c'est non. Tous les gros, personne ne se rencontre. Mais en revanche, je pense que c'est malheur aux perdants. Hein, parce que en haut, ça score énormément. Donc voilà.
Voilà un petit peu. Je sais pas sur quoi est-ce que vous allez être focus ce week-end, mais moi c'est sûr que le derby, il y a West Ham City. Il y a West Ham City? Je l'ai raté celui-là ou quoi? Comment ça, il y a West Ham City? Je suis pas d'accord. Je l'ai pas vu. West Ham City, absolument, West Ham City. Et oui, tout à fait, le quatrième contre le premier. C'est vrai qu'en fait, West Ham, tu as tout à fait raison, est pour moi une équipe qui ne fait traditionnellement pas partie du top de la première ligue. Donc effectivement, c'est vrai que je peux comprendre que je les ai ratés. Mais oui, c'est vrai qu'ils jouent très très bien West Ham depuis le début de saison. Tu as tout à fait raison. Donc voilà. Moi, bien sûr, je vais avoir les yeux de chimère samedi à 18h pour le derby de la Madonnina, le plus glamour de tous les derbys de football mondial. Hein. Très clairement, on peut le dire, je pense, sans galvauder. J'ai pas dit que c'était le meilleur. J'ai juste dit que, effectivement, je pense que Inter-Milan, c'est le plus glamour des derbies qui existent dans le foot. Il n'y a pas au-dessus, je pense. C'est vraiment la classe, je trouve. Même les supporters entre eux ont un rapport qui est parfait, je trouve. C'est-à-dire que ça se chambre très 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 fort, mais jamais il y a un geste déplacé. Voilà, j'ai assisté plusieurs fois à des derbies et c'est vraiment très 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 bon enfant. En revanche, ça peut être très corrosif dans les paroles, mais jamais un geste, rien, même pas une réflexion avant le match, après le match, pendant le match. Tu portes le maillot que tu veux dans le stade et il n'y a absolument aucun problème. Et c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Sauf pour Çalhanoğlu. Alors encore une fois, hein, j'ai dit, c'est vraiment très très agressif. Les paroles peuvent être très corrosives. Hein. Çalhanoğlu, voilà, oui. Effectivement, il a passé un sale quart d'heure et j'ai vraiment hâte que Donnarumma revienne. D'ailleurs, Donnarumma, demain, toi tu parles de Italie-Ukraine demain soir au Cotonou. Bah, Donnarumma revient à San Siro et a priori, ça va vraiment être très difficile pour lui l'accueil. Je pense que les supporters milanais vont l'accueillir de façon très très sévère demain. Donc voilà, on verra. On verra bien, mais bon, même s'il est avec la Squadra Azzurra, et en l'occurrence, la dernière fois qu'il était venu, il y avait eu des billets jetés partout, je vous en avais parlé, je crois. Donc voilà, avant ouais, absolument, au JCRM, t'as raison, un avant-goût du Milan AC PSG pour Donnarumma demain, ouais, tout à fait. Alors c'est sûr que ça va pas aider l'Italie hein, à faire une bonne prestation contre l'Ukraine. Moi, personnellement, je le mettrais plus. Le but qu'il prend sur coup franc, contre la Macédoine du Nord, c'est une insulte au foot. C'est une insulte au gardien de haut niveau. Il est du bon côté, ça tire fort, mais rien de spécial. C'est pas cadré, enfin c'est pas une lucarne qui va chercher la toile d'araignée. Et pourtant il arrive à prendre ça. Le mec il fait 2 mètres. Non mais il y a un problème. Sérieusement c'est incroyable. Enfin je veux dire t'as pas le droit de faire ça. C'est pas David Beckham qui a tiré le coup franc. Hein. Il est mignon le tireur de la Macédoine. Il est pas mauvais. Hein. Mais tout ce qu'il a fait, c'est la mettre dans les cages. C'est tout ce qu'il a fait. Alors, c'est vrai, hein. Moi, je me souviens d'un entraîneur qui m'a toujours dit, et j'en parle souvent, m'a dit mieux vaut une passe en retrait au gardien qu'un tir exceptionnel qui est hors cadre. Parce qu'avec ta passe en retrait, t'as plus de chances de marquer qu'avec ta frappe exceptionnelle hors cadre. Il a tout à fait raison. Quand tu cadres, au moins, t'as une chance de gagner, de marquer. Quand tu cadres pas, t'as 0 chance de marquer. 0. Bah lui, c'est tout ce qu'il a fait. Il a cadré. Puis l'autre, bah, il s'est chargé de tout. Hein, c'est-à-dire, il a écarté les bras. Tu sais pas ce qu'il fait. C'est incroyable. Donc, bref. Cotonou, il avait une poussière dans l'œil. Ouais, c'est pas une poussière, c'est une poutre. Et Pipovici, à l'Euro, il est stratosphérique. Et là, il est au niveau d'Areola. Est-ce que tu sais ce qui a changé entre les deux, Pipovici? Tu le sais, intrinsèquement. Jusqu'à l'Euro, il était au Milan. Après l'Euro, il est plus au Milan. Donc voilà, c'est ça qui change. C'est quand tu as une motivation pour jouer, quand tu as eu un sens donné à ta vie, quand voilà, c'est tout simple. Quand tu fais ton travail et que tu signes quelque part pour les mauvaises raisons, parce que là très clairement c'était pour les mauvaises raisons, soi-disant il est parti en disant je veux gagner des titres, etc. Enfin, l'année suivante, Milan gagne le championnat de Serie A, et l'année suivante, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions, alors que lui fait des cagades en 8e contre le Real 2 années de suite. Donc voilà, c'est juste ça, c'est juste tu fais le mauvais choix, alors qu'on allait en faire notre bandiera, on allait en faire le capitaine du Milan, le gardien le mieux payé de Serie A, etc. Et finalement, pour quelques millions de plus, je sais pas si ça aurait vraiment changé sa vie,
bah, il signe au Paris Saint-Germain, dans un club sans vrai projet, et ça donne ça, quoi. En fait, c'est simple. Ça donne une espèce de dépression professionnelle qui va probablement se suivre d'une dépression nerveuse de Donnarumma, hein, si ça continue. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, il a dit, j'ai plus aucune motivation pour jouer au football. Il l'a déclaré il y a pas longtemps. Là. Donc il y a 1 an, 6 mois, 1 an. Même Mancini était inquiet au sujet de cette déclaration, ce qui est quand même normal, quoi. Pipovici qui nous dit le karma, les dollars, ça te fait pas bien jouer. Non, ça c'est clair. Au GCRM, d'ailleurs, Navas est toujours au PSG où je fais une merguez. Non, il est toujours au PSG, mais il est toujours blessé. Hein. On connaît Navas, hein, le gros problème, et c'est pour ça d'ailleurs que le Real l'avait dégagé à l'époque quand il a signé au Paris Saint-Germain. Hein. C'est qu'il est blessé en permanence. Donc voilà, donc c'est ça le gros souci. Et le Real fait pas partir des gens quand ils sont au top. Hein. Ça n'arrive jamais. Toutes les merguez qui ont signé au Paris Saint-Germain, du Real Madrid, tu peux y aller. Hein. C'est tous des merguez. Hein. Il n'y a pas de... En l'occurrence, je reprends mes amis de Radio Mergazenco, mais Asensio, là, il est blessé. Ramos, il n'a pas joué pendant 1 an et demi. Navas, il a été blessé tous les mois ou tous les 2 mois. C'est pour ça qu'ils ont recruté un autre gardien. Tu peux y aller. Tout ce qui part du Real, c'est cramé en fait. Hein. Ça, c'est comme le Bayern. Hein. Si ça part du Bayern, c'est ouais, Ressé, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Ressé aussi, alors là, c'est même plus cramé. Le truc qui est arrivé, c'était un morceau de charbon déjà, quoi. Il était au Real, il était déjà charbonné. Hein. Faut quand même le dire. Donc voilà. Son avenir est au Qatar lui aussi avec Verratti. Ouais, enfin, absolument. Enfin bref, voilà, en tous les cas, un super week-end de foot la semaine prochaine, et ça va vraiment faire du bien. Après ces matchs extraordinaires internationaux, hein, on a bien vu, hein, c'était un niveau quand même stratosphérique, hein, ce qu'on a vu sur les terrains, c'était catastrophique. Franchement, tous les matchs que j'ai regardés, j'en ai pas regardé beaucoup, j'ai regardé des morceaux, parce que en fait tu peux pas te taper un match en entier, c'est nul. Donc voilà, le France-Irlande, c'est pourri, enfin tout est naze, hein. Donc franchement c'est assez impressionnant. Donc l'Angleterre, c'était pourri, tout était pourri. Peut-être j'ai pas regardé l'Allemagne-Japon, peut-être que le Japon a bien joué, mais bon. Bref. Okotonojo comme Lizarazu à l'OM. J'irais même jusqu'à Patrice Evra à l'OM. Patrice Evra à l'OM, il était vraiment carbo. Ou alors, ouais, on pourrait dire Dani Alves au Paris Saint-Germain aussi. Mais bon. Et Le Buff aussi, ouais, c'est vrai. Les deux étaient arrivés en même temps, il me semble, c'est absolument. Le GP Explorer, c'était mieux, je suppose, hein, je veux bien te croire, absolument. Heureusement, il y a eu le tennis et la victoire de Djoko qui m'ont fait plaisir. Une demi-finale Alcazar-Medvedev absolument stratosphérique. Donc non, c'était bien. Et puis même la demi-finale de Djoko était marrante avec le petit coup de téléphone qu'on raccroche à la fin de la demi-finale contre le jeune américain, c'était très drôle. El Shaarawy à Monaco aussi, ouais c'est vrai. Mais El Shaarawy après il s'est racheté une, je sais pas ce qu'il a pris à la Roma, mais bon ça va un peu mieux quoi. C'est quand même mieux qu'à Monaco en tous les cas. Donc voilà. Bon écoutez, ça a été un plaisir encore de passer cette soirée avec vous, de parler de football, de parler d'un petit peu tout comme d'habitude. Hein. On a toujours un programme et puis finalement on divague et c'est très bien comme ça. C'est pour ça qu'on est là. Et effectivement, on se reverra lundi prochain, hein, parce que jeudi, donc pas de Coupe d'Europe, pas de Buonasera Calcio. Lundi prochain, on se revoit pour débriefer ce week-end de foot stratosphérique, surtout en Serie A, mais aussi un petit peu en Première Ligue et un petit peu en Bundesliga. Et puis voilà, et puis on se projettera un petit peu sur les nouveautés qu'il y aura eu probablement du côté de Lyon, potentiellement du côté de l'Allemagne, etc. Donc ça peut être intéressant lundi prochain. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, n'hésitez pas à diffuser Buonasera Calcio aux gens qui vous entourent si jamais vous aimez Buonasera Calcio, hein, soit par podcast, via Apple Podcast, soit bien sûr via la chaîne YouTube de Buonasera Calcio. Voilà, merci encore, merci de votre présence, merci de votre participation, et puis on se revoit lundi prochain. Ciao ragazzi, ciao ciao.